Concomitant, Grégoire Bernu et Thierry Sonta, candidats à la présidence du Congrès. Favori de cette élection, Thierry Sonta est soutenu par l'Intergroupe. L'Intergroupe, c'est le nom d'un nouveau groupe au Congrès. On vous expliquera tout. Et on verra également ce soir quel est le rôle exact du président du Congrès. Une semaine après, le Key-Trader reste cloué au récif du Rond à 90 km de marée. Les opérations pour éviter une marée noire continuent de s'organiser. Comment vider le réservoir? Comment dégager le bateau? Réponse ce soir avec le capitaine de vaisseau des Forces armées de Nouvelle-Calédonie, Jean-Louis Fournier. C'est l'invité du journal. Notre feuilleton consacré à la pêche se poursuit ce soir à Arama, à l'extrême nord du pays. La pêche au crabe de Palétuvier n'a pas de secret pour Patricia et sa sœur. Nous verrons que la vente du crabe reste une ressource importante pour la population. Roch Ouamitan pour les indépendantistes, Grégoire Bernu pour les républicains calédoniens et enfin Thierry Sonta pour le Rassemblement. Voilà les trois prétendants à la présidence du Congrès. Thierry Sonta est soutenu par l'Intergroupe. C'est le nom du nouveau groupe constitué par les élus du Congrès issus de Calédonie Ensemble, le mouvement calédonien, les républicains et tous calédoniens. Pourquoi ce nouveau groupe? Réponse de Philippe Michel, membre de Calédonie Ensemble. J'ai souvent entendu divers responsables indépendantistes regretter de ne pas pouvoir mener des discussions constructives sur l'après-accord de Nouméa à cause de la division du camp non indépendantiste. Précisément, en constituant la plateforme et en constituant l'intergroupe, qui en est sa traduction au niveau du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, nous offrons aux indépendantistes la perspective d'avoir un interlocuteur unique ou quasi unique dans le cadre de ces discussions qui sont ô combien importantes pour l'avenir du territoire et de chaque Calédonien. On ne peut pas, comme l'a fait Sonia Backès, avoir fait 3 partis politiques en 5 ans, avoir détruit systématiquement, avoir affaibli systématiquement toutes les formations politiques dans lesquelles elle est passée. On ne peut pas s'être revendiqué pendant toute la campagne électorale d'être un chef de guerre en confrontation avec les indépendantistes, en refusant toute perspective de dialogue avec les indépendantistes dans le cadre de la sortie de l'accord. On ne peut pas, comme l'a fait Harold Martin, appeler à voter pour un candidat indépendantiste au 2e tour des législatives, et puis ensuite demander à intégrer une plateforme politique dont on ne partage ni les objectifs ni les méthodes. Ça n'est pas sérieux. Voilà des propos recueillis par Duke Menongo. Le nouveau président prendra ses fonctions dès demain après avoir été élu. Mais quel est le rôle d'un président du Congrès? Quel est son pouvoir? Réponse de Lindsay Wamo. Depuis 1985, la Nouvelle-Calédonie est la première collectivité territoriale de la République à disposer du pouvoir législatif. Ce pouvoir, il est géré ici par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci est composé de 54 membres qui portent le nom de conseillers de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont eux qui élisent le bureau du Congrès et notamment le président du Congrès. Il est élu par vote à la majorité absolue. Mais quel est le rôle du président? D'abord, c'est lui qui ouvre et clôt les séances au Congrès, c'est-à-dire les réunions où les élus sont amenés à voter les projets ou propositions de loi du pays. Le choix de l'ordre du jour appartient également au président. Durant les séances, c'est lui qui mène les débats. Il pose les questions et donne la parole. Le président peut être aussi amené à faire la police. Si un élu perturbe l'ordre, le président peut tout bonnement l'expulser de l'hémicycle. Et à tout moment, il peut suspendre ou lever la séance. Enfin, le président dirige l'administration et nomme les personnels des différents services du Congrès. Et durant ces élections, demain, toujours à Nouméa, une manifestation se prépare, celle du Rassemblement indépendantiste et nationaliste. L'inscription des Kanaks sur la liste référendaire reste le mot d'ordre. Écoutons les précisions de Sylvain Pabouti, porte-parole du Rhin. La réglementation aujourd'hui, elle demande à ce que ce soit plutôt par une démarche, je dirais, volontaire, individuelle. Mais on sait très bien que le peuple kanak, c'est un
c'est un peuple, je dirais, uni et qui, il faut, pour régler un certain nombre de problèmes, il faut le prendre dans son ensemble. Donc nous pensons que c'est pas une démarche, je dirais, collective qui permettrait effectivement de régler ce problème-là. Donc évidemment, peut-être que ça peut demander la modification de la loi organique ou la modification de la Constitution ou bien du code électoral. Mais nous pensons qu'on ne peut pas exiger des conditions pour un Kanak comme si on exigeait pour un Pyrénéen ou un Parisien. Je pense qu'on est dans une situation particulière, une situation coloniale, et donc on doit trouver des solutions qui sont adaptées. Voilà, la marche commencera demain à partir du mois quart, à partir de 11h. Lors du bilan aujourd'hui à Wailou pour les familles des victimes et la mairie, aucune trace des 3 disparus de la catastrophe de novembre dernier. La sécurité civile a décidé de mettre fin à ses recherches hier soir. Écoutons les précisions de Danilo Guépi, directeur adjoint de la sécurité civile. Là, hier, on est arrivé à la recherche de l'ensemble des zones concernées, aussi bien sur Guareux que sur Wakaya. Après, pour nous, il n'y avait plus lieu de continuer des recherches, notamment que le chien a fait toutes les relevés possibles sur ces différentes zones. Alors, et également une évaluation par les démineurs sur les engins explosifs. Pas de traces sur la zone d'engins explosifs. Le porte-conteneur Keytrader est toujours échoué sur les récifs du Rhône. Cela fait maintenant une semaine. Il s'agit maintenant de mettre en place un barrage anti-pollution. Nous sommes en direct avec le capitaine de vaisseau Jean-Louis Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Alors où en est l'installation bonsoir. Alors où en est l'installation de ce barrage autour du bateau ? Alors le barrage ne sera pas installé autour du bateau, le barrage étant préventif. Actuellement, il n'y a aucune pollution constatée autour du bateau. Donc ce que nous avons, c'est un dispositif qui est déployable à tout moment au cas où il y aurait une pollution. On a donc des gens qui surveillent sur le bateau. On sait parfaitement quel est l'état de ce qui peut sortir du bateau. Et donc on a tout un dispositif constitué de tout le matériel anti-pollution qui était à Nouméa, qui est aujourd'hui sur une barge, et du bâtiment multimission d'Entrecasteaux, qui sont parés à intervenir si c'était nécessaire. Aujourd'hui, heureusement, ça n'est pas le cas. Donc vous pouvez rassurer la population calédonienne, mais aussi la population de Marais qui se trouve à, on va dire, à 90 km de ce bateau. Vous pouvez les rassurer, aujourd'hui pas de fuite ni de pollution. C'est très exactement le cas. Pas de fuite, pas de pollution. Aujourd'hui, l'armateur qui est à pied d'œuvre depuis une semaine a fait partir du matériel de pompage et tout un tas d'autres matériels pour commencer les transferts des produits polluants vers une barge qui sera mise devant le bateau échoué. Et donc on va commencer ces affaires de transfert probablement en fin de semaine. C'est à ce moment-là qu'effectivement on prendra des mesures de prévention anti-pollution et qu'on déploiera autour des barges de transfert des dispositifs adaptés pour ramasser toutes fuites éventuelles. Alors, commandant Fournier, on va revenir, si vous le voulez bien, sur l'origine de cet accident. Est-ce que c'est une erreur du capitaine qui naviguait d'ailleurs pour la première fois dans le Pacifique Sud ? Alors ça, il ne m'appartient pas d'en juger. Moi, je peux constater simplement que le récif sur lequel ils sont échoués figure sur les cartes marines. Les raisons pour lesquelles ils se sont échoués il appartiendra aux commissions d'enquête d'en décider. C'est vraiment en dehors de ma compétence. Alors vous allez vider le réservoir. Techniquement, comment ça va se passer ? Ce sont des opérations très complexes. Il y a donc il y a plusieurs cuves qui contiennent le fuel lourd du bateau. Donc il y a 750 tonnes de fuel lourd sur le bateau qui sont répartis dans 6 soutes en fait sur toute la longueur du bateau à des endroits distincts. Et donc les équipes d'Ardent qui sont affrétées par l'armateur ont des techniques très spécifiques pour pouvoir pomper ce fuel lourd à l'extérieur des caisses et l'envoyer dans une barge qui sera ensuite renvoyée ici sur la Nouvelle-Calédonie. Alors une autre question cruciale, comment dégager cet énorme porte-conteneur ? Alors là, c'est une opération
encore plus complexe. Là aussi, ce sont les meilleurs spécialistes mondiaux qui s'occupent de cette affaire-là. C'est la même équipe qui a travaillé il y a 2 ans sur le bateau Rina qui s'était échoué au large de la Nouvelle-Zélande. Ils savent opérer sur ce type de désastre. D'abord, ils vont faire une évaluation précise du bateau et puis ensuite, il s'agit de lui rendre de la flottabilité pour pouvoir l'alléger et ensuite le remorquer après avoir fait quelques réparations en mer qui garantiront que on va lui conserver sa flottabilité et puis ensuite le ramener. Bon, tout ça, c'est un processus très complexe et très long. Alors, commandant Fournier, restez avec nous. Il y a peut-être d'autres solutions à l'étranger. Voyez ces 2 exemples originaux pour sortir des bateaux de leur situation délicate. Des images commentées par Océane Zobler. Ce ferry sud-coréen a fait naufrage le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindo, dans le sud-ouest de la Corée. Pour retirer le navire qui reposait sur son flanc à 44 mètres de profondeur, les professionnels coréens ont dû le placer sur un bâtiment semi-submersible pour être ramené au port de Mokpo à 87 km du naufrage. 66 câbles ont permis de retirer le cargo et 450 personnes ont participé à l'opération. Cette fois-ci au large des côtes du Mexique, Uribe 121, ancien patrouilleur de la marine mexicaine long de 61 mètres, a été coulé pour créer un récif artificiel et en faire un véritable parc naturel sous-marin comme sur ces images à l'île Maurice. Il leur a fallu 6 ans pour préparer l'opération. L'explosion du bateau a coûté $600 000, soit plus de 65 millions de francs pacifiques. L'occasion pour eux de développer une activité touristique. Alors, on est toujours en direct avec Jean-Louis Fournier, le capitaine des vaisseaux des Forces armées. Est-ce que ces 2 exemples vous inspirent ? Ce sont 2 exemples toujours intéressants. Alors vous voyez l'ingéniosité de ces entreprises pour pouvoir ramener des cas désespérés. Enfin le premier en particulier. Là dans le cas qui nous concerne, il s'agit d'un bateau de 184 mètres de long, de 25 000 tonnes. Et donc là aussi, vous pouvez imaginer que l'opération sera longue et complexe. Mais néanmoins, il y a des solutions techniques dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais que je ne vais pas vous dévoiler avant que les armateurs aient effectivement consolider leur plan d'action. Donc on ne peut pas dévoiler les pistes ce soir. On ne va pas le dévoiler ce soir, mais il existe des solutions techniques et à ce jour, l'armateur et donc nous également sommes résolument optimistes sur les chances de pouvoir déséchouer ce bateau si la mer veut bien nous laisser travailler. Alors combien de temps ça va durer ? Alors pour le moment, on est sur une échelle de plusieurs semaines et on s'inscrit pour des opérations qui vont durer jusqu'à fin août probablement. Ça, c'est une vision raisonnable. On espère naturellement que d'autres modes d'action nous permettront de travailler plus vite, mais c'est quelque chose qui va durer au moins jusqu'à mi-août. Alors, une question pour terminer. Le bateau est plein de conteneurs. Certaines sociétés calédoniennes attendent leur livraison. Comment ça va se passer ? Alors ça va se passer lorsque le bateau sera récupéré. Vous savez que tous ces conteneurs sont naturellement assurés. Chaque personne qui fait transiter son conteneur a une relation particulière avec son agent maritime ou avec son agent de déménagement. Ce sont des processus qui vont se mettre en place. L'armateur espère bien récupérer la marchandise et pouvoir la débarquer une fois que le bateau sera renfloué et amené dans un port de réparation. Pas avant août. Et l'équipage restera sur le bateau, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors l'équipage actuellement il travaille d'arrache-pied, il s'agit de mettre tout en place pour pouvoir pomper tous ces produits polluants. Donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de façon technique. Il faut conserver l'énergie à bord pour pouvoir continuer à travailler. Donc ça aussi ça prend beaucoup de temps. Et puis ensuite l'équipage sera mis à contribution pour pouvoir participer aux travaux qui permettront de renflouer le bateau. Donc je peux vous garantir que tous ces hommes-là ne chôment pas. Ils sont employés probablement pendant très longues heures toutes les journées depuis l'échouement. Commandant Jean-Louis Fournier, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonsoir.
Suite de notre feuilleton consacré cette semaine à la pêche, après les îles Loyauté, direction l'extrême nord du pays. Nous allons à la rencontre de 2 pêcheuses de crabes de la tribu d'Arama. Regardez ce feuilleton documentaire de Jacques-Olivier Trompas. Une pêche vivrière est au cœur de la vie de ces familles qui habitent le bord de mer d'Arama. C'est le crabe de palétuvier qui est au menu. On va le chercher dans son trou, au cœur de la mangrove, avec un simple bâton. Attention aux doigts. Le mâle sort toujours en premier. Sitôt pris, sitôt attaché. La première difficulté, c'est de les repérer dans ces eaux sombres et boueuses. Patricia m'explique comment faire. Les yeux. Il n'y a que les yeux qui sortent. Ou tu regardes bien, tu vois jusque la forme de la carapace. La grande sœur, là, elle est amateur des boues, elle. Parce que moi, j'ai appris avec elle comment on voit les crames dans la boue. La grande sœur, elle avait mis... Les 2 sœurs ont chacune leur technique pour les attacher. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent au fond de la marmite ou puissent être vendus. Je suis plus en sécurité quand ils sont entre chez nous que... Là, je peux mettre au ventre parce que je suis... Moi, je ne veux pas dire tous les jours crame, non. C'est quand on va à la pêche et puis on attrape les petits. Allez, si on veut manger un coup de crabe, allez. Mais sinon, sur tous les poissons. Et moi, à ce moment, comme je monte souvent chez le grand frère, dans notre marmite, on a toujours nos langoustes. Quand ils ont commencé à changer les dates des rentrées, pour les enfants, là, et puis on a essayé de demander février, comme c'est le seul ressource des parents, des mamans d'Arama, les crames, pour pouvoir acheter du lin, des affaires pour les enfants qui rentrent au mois de février. C'est pour ça qu'on a demandé l'ouverture du mois de février. Cette microéconomie est fragile, mais bien implantée pour les populations de cet extrême nord. Depuis des décennies, on vend les crabes aux colporteurs qui sillonnent la région. On retrouvera ces habitants emblématiques de la mangrove sur les marchés et au menu des restaurants de la capitale. Le lendemain matin, au bord de la piste, j'attends le colporteur. C'est la vie de la brousse, d'une brousse isolée. Arama est loin de tout. Cet isolement a fabriqué un mode de vie, un lien à la mer plus direct. Alors, mamie, ça va? Ah, c'est quoi? Non? Une fois la maille minimum de 14 cm contrôlée, le colporteur paie directement les pêcheurs avant de poursuivre sa tournée. Il sera présent presque toute l'année, la pêche ne fermant que du 1er décembre au 31 janvier. Alors, Antoine, 8 kilos, 6, 7, 8, Firma, 17. C'est bon? C'est bon? Ok, allez, ok, tout le monde, et puis bonne journée à vous. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée. À suivre la météo et notre émission. Bienvenue dans la bande.